Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Retour dans ce 13h sur les grandes décisions prises au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi au Palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Situation des forêts classées, opération de passation de marchés publics et autres sujets abordés au cours de ce Conseil. Assure dans un instant le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. La première dame Dominique Ouattara, solidaire de la communauté musulmane en ce mois de Ramadan. Dominique Ouattara a offert hier à son cabinet un important lot de vivres aux guides et associations religieuses. Valeur de ce don estimée à 130 millions de francs CFA. On en parle également dans cette édition. Nous sommes le 6 avril et chaque 6 avril, le monde entier commémore la journée internationale du sport. Vous êtes invités à marquer des points pour les planètes. Et là, à terme, à suivre un commentaire de la déclaration officielle du ministre ivoirien des Sports d'en haut pour Claude à la faveur de cette commémoration. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. On ouvre ce journal avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel. Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Un Conseil des ministres au cours duquel des mesures importantes ont été adoptées. La délimitation des forêts classées du Tchologo, la réalisation du plan d'aménagement. Le Conseil des ministres s'est aussi planché et bien sûr les opérations de passation de marchés publics. Jérôme Kofi Aboula nous en parle. La réunion du Conseil des ministres ce mercredi, une rencontre qui, comme toujours, s'est tenue sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. Les mesures arrêtées au cours de cette rencontre sont nombreuses. Pour en énumérer quelques-unes, on retient à l'entame celle portant procédure d'immatriculation des terres. Ce décret organise à cet effet une procédure d'immatriculation simplifiée, mieux adapté aux réalités du milieu rural et propice à une délivrance massive des titres de propriété. Il précise les missions et les responsabilités des différents acteurs intervenant dans la procédure, notamment celle du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, et fixe un tarif d'immatriculation à coût réduit tenant compte des réalités du monde rural. La situation des forêts classées, la réunion du Conseil des ministres s'en est préoccupée. Il s'agit notamment de ce qui prévaut dans la zone d'Abidjan et la région du Tchologo. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la redéfinition des limites de la forêt classée d'Angué-Dédou, ainsi qu'une communication y afférente. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme renforcé de protection de la forêt classée d'Angué-Dédou qui, avec la forêt du Banco, joue un rôle majeur dans la qualité de l'environnement urbain du district d'Abidjan en termes de purification de la ville et de ses environs des polluants atmosphériques liés notamment aux activités industrielles. Ce programme prévoit la construction d'une clôture ceinturant toute la forêt classée et la démultiplication de patrouilles de surveillance en vue de lutter efficacement contre les agressions liées aux activités humaines et de préserver durablement la vocation forestière et écologique de cette forêt classée. La situation des forêts classées de la région du Tchologo. Au nombre de 12, les forêts classées de la région du Tchologo couvre une superficie d'environ 268 000 hectares. Les plus connus restent les forêts classées de l'Aleraba, Koba et Nubo. Compte tenu des pressions importantes dues à l'activité humaine que subissent ces aires protégées, le Conseil a arrêté diverses mesures en vue de les conserver durablement, tout en tenant compte du bien-être social des populations rivieraines. La mise en œuvre de ces mesures, estimées à environ 2 milliards de francs CFA, comprend la délimitation de ces forêts classées, la réalisation des plans d'aménagement et le renforcement des actions de surveillance. Autre sujet abordé au cours de cette session, c'est l'opération de passation des marchés publics pour l'année 2022.
Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 s'élève à 1169 milliards de francs CFA contre 854 milliards à fin décembre 2021, soit une hausse de 36,9%. En nombre, 6 330 marchés ont été approuvés à fin décembre 2022 contre 5 107 à la même période en 2021, soit une hausse de 23,9%. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 64,3% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 61,2% à fin décembre 2021, soit une hausse de 3,1 points. Les procédures non concurrentielles représentent 33,1% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 35,3% à fin décembre 2021, soit une baisse de 2,2 points. La part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises est passée de 50,5% à la fin décembre 2021 à 46,1% à fin décembre 2022, soit une baisse de 4,4 points. Toutefois, ce taux de participation des PME à la commande publique reste supérieur au seuil minimal réglementaire qui est de 30%. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Conseil a mis un accent particulier sur l'institution des indicateurs nationaux de solidarité. L'institution des indicateurs nationaux de solidarité vise à doter notre pays d'outils opérationnels pour l'évaluation régulière de l'état de la solidarité et de la cohésion sociale afin d'orienter efficacement la prise de décision en la matière. Ainsi, en 2019, à la suite d'un processus participatif et inclusif conduit par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, l'OSCS, auquel avaient participé des experts de l'administration publique, du secteur privé, des partenaires au développement et de la société civile, 151 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale avaient été adoptés. Ces indicateurs ont été actualisés en 2022 au regard des données relevées à la pratique et de certaines contingences sociopolitiques et économiques. À l'issue des travaux, 126 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale ont été validés, dont 97 indicateurs de cohésion sociale et 29 indicateurs de solidarité, contre 114 indicateurs de cohésion sociale et 37 indicateurs de solidarité adoptés en 2019. Ces nouveaux indicateurs seront utilisés pour le calcul de l'indice national de solidarité et de cohésion sociale 2023, correspondant à la valeur de référence des progrès réalisés dans le domaine de la consolidation de la paix. 19 avril 2023, c'est la date choisie pour la prochaine réunion du Conseil des ministres. Jérôme Kofi Abolin pour le récit de ce Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel. Conseil des ministres, rappelons-le, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Deuxième titre de ce journal, la première dame Dominique Ouattara, solidaire de la communauté musulmane en ce mois de Ramadan. Dominique Ouattara offre un important lot de vivres, guides et associations religieuses. Valeur de ce don estimée à 130 millions de francs à CFA. Des dons pour permettre aux musulmans de passer un bon mois de Ramadan et de prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Une semaine, jour pour jour après son soutien à la communauté chrétienne, Dominique Ouattara ouvre son cœur aux musulmans de Côte d'Ivoire. Ces denrées composées de plusieurs tonnes de riz, de sucre, de lait, d'huile et de pâtes alimentaires leur sont destinées, un geste de solidarité accompli à la faveur du mois de jeûne musulman, le Ramadan. Juste vous dire merci. Merci et encore merci au nom de toutes les associations islamiques et ONG
et toute la communauté de Côte d'Ivoire. Et j'implore le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de vous couvrir de la lumière de sa guidance et sa protection et de vous accorder le mérite de ce geste de grandeur qui viendra soulager des populations vulnérables à la faveur de ce mois béni de Ramadan. L'autorité en charge des cultes en Côte d'Ivoire se joint à cet élan de gratitude, d'autant plus que la première dame de Côte d'Ivoire fait désormais de cette action une tradition à chaque Ramadan. Permettez que je me hasarde à citer le prophète de l'islam qui dit, et je cite, « Quiconque offre à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura une récompense égale à la sienne sans que sa récompense ne soit déduite de celle du jeûneur. » Fin de citation. En plus, Excellence Madame la Première Dame, je peux soutenir que les leaders religieux et leurs fidèles de la communauté musulmane sont en permanence en prière à votre profit, car le Saint-Coran révèle que celui qui ne peut avoir de la reconnaissance à l'égard de son semblable, de son bienfaiteur, ne saurait nullement en avoir vis-à-vis du Seigneur des mondes. Ces vivres, d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA, seront affectés aux mosquées, aux ONG et aux associations islamiques. Le faisant, la bienfaitrice dit vouloir s'inscrire dans l'esprit de partage voulu par le Ramadan. Le Ramadan est pour la communauté musulmane une période dédiée au jeûne et à la prière. Ce mois de piété est également considéré comme celui de la charité. Durant cette période importante dans l'islam, l'expression de la générosité et du partage, notamment envers la plus démunie, est primordiale. C'est pourquoi j'ai à cœur, chaque année, d'offrir des dons à mes frères et sœurs musulmans de Côte d'Ivoire afin de leur manifester mon soutien et ma solidarité. Cette année, le Ramadan est aussi l'occasion d'un rapprochement entre les communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes dans la cohésion et la paix. À leur sentiment de gratitude, les guides religieux comblés n'ont pas manqué de formuler des prières pour la première dame, Dominique Ouattara. Au bonheur que tu as accordé à Mme Dominique Ouattara et son époux. Et depuis le samedi 1er avril dernier, cet autre élan de solidarité a baptisé Solidarité Carême Ramadan, initié par le conseil municipal de la commune d'Abobo pour accompagner les fidèles musulmans et chrétiens à la faveur de ce mois qui mobilise les deux communautés. Le conseil municipal, avec à sa tête Candia Camara, a décidé de venir en aide à plus de 4000 familles dites vulnérables de cette commune. Un soutien pour permettre à ces familles de passer un bon mois de jeûne. Candia Camara a visité certaines familles. Reportage. Le maire de la commune d'Abobo, Candia Camara, et certains membres du conseil municipal ont rendu visite au chef de la communauté à Djoukrou et des Grands Ponts, Akbalas Henri. Ensuite, le cortège du premier magistrat de la commune s'est rendu chez Fofana Abou, victime d'un accident de la circulation et désormais privé de l'usage de ses membres. La visite s'est terminée chez le chef des sages du RHDP à Abobo Sagbé. Nous sommes dans la période du carême chrétien et du mois de Ramadan pour les musulmans. Nous avons voulu profiter de cette période, comme Dieu nous l'enseigne, d'aller vers nos semblables, d'aller vers les populations d'Abobo. Nous avons partagé avec les organisations que nous avons ici à Abobo des vivres. Donc nous avons offert 45 tonnes de sucre et 18 tonnes de riz. Le conseil municipal d'Abobo a décidé d'aller sur le terrain, d'aller rendre visite à des familles, surtout à des familles vulnérables. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'aller vers près de 4000 familles. Donc ce sont plusieurs familles que nous avons visitées. Tout cela au nom de ce mois béni de Ramadan et de cette période de carême des chrétiens pour exprimer notre solidarité. Le maire de la commune a précisé que ces dons se font au nom du président de la République, Alassane Ouattara, pour les remercier des efforts qu'ils fournissent dans le cadre du renforcement
de la cohésion sociale. Un reportage d'Ahmed Traoré commenté pour vous par Godefroy Okambawa. Du côté de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, fin hier mercredi, des travaux de la 14e conférence des présidents d'Assemblée des sections Région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les questions de paix, de sécurité et d'environnement figurèrent au cœur de ces travaux. Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, demande plus d'engagement de la communauté parlementaire francophone. Reportage. Les travaux de la 14e réunion des présidents du Parlement francophone de la région Afrique ont essentiellement porté sur les questions de paix, de sécurité et de l'environnement. Des sujets qui seront au cœur de la 29e Assemblée générale de la région Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. L'APF, dont la mission est de promouvoir la paix et le développement en Afrique. Et on constate malheureusement que sur notre continent, il y a des problèmes sécuritaires qui se passent. Et je crois que d'une façon particulière, ils se sont dit cette fois-ci, nous devons davantage nous pencher sur le problème de notre continent. Et c'est important. Les questions qui touchent à la survie de l'humanité de plus en plus intéressent l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc en tant que parlementaire de l'OIF, nous projetons de transmettre nos réflexions à l'OIF qui va se charger de les implémenter et conduire certainement à des prises de décision pour le bien-être de nos différentes populations. 2 jours de débat dans une ambiance conviviale entre parlementaires. Les participants à ces assises d'Abidjan se félicitent de la bonne tenue des échanges. La conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, considérant l'engagement de la République de Côte d'Ivoire à travers les actions en faveur de la promotion de la francophonie, considérant la participation exceptionnelle d'un grand nombre de présidents d'assemblées et de sections de la région Afrique de l'APF, mais aussi la forte implication de la section ivoirienne de l'APF pour la réussite des présentes assises, exprime très respectueusement sa satisfaction et sa profonde gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, et lui rend hommage. Une motion de soutien dont se réjouit Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale réitère sa vision d'une institution parlementaire francophone engagée dans l'accomplissement de ses missions. Il faut que l'espace francophone soit une force, soit une opportunité pour chacun des États membres. C'est en cela que l'APF pourra donc reprendre toute sa place dans ce village planétaire où la compétition, naturellement, est au rendez-vous. C'est donc avec beaucoup d'espoir et comptant sur l'engagement et le sens de la responsabilité des parlementaires que nous sommes, que je voudrais formuler le vœu que cette année 2023 soit une année de restauration de la paix, de stabilité et de cohésion sociale pour le bien-être de nos populations. Fini donc les travaux de la 14e conférence des présidents d'Assemblée de la région Afrique de l'APF. Rendez-vous est donc pris pour la 29e Assemblée générale de la région Afrique, prévue en mai au Niger. Reportage de Konaté Moussa. Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, invite le secteur privé à un partenariat public-privé dans l'élaboration d'une étude stratégique. Cette étude stratégique devrait permettre de contribuer au développement de 5 pôles de compétitivité industrielle. Souleymane Diarra-Souba a procédé au lancement de ces études stratégiques. Frédéric Oulaï, Godefroy Okambawa. Clusters industriels. Un concept pour positionner le secteur industriel comme moteur de la croissance économique. À sa simple définition, clusters renferme les notions de l'action collective et la mise en relation d'entreprises basées sur l'ancrage géographique. L'élaboration des études stratégiques pour la mise en œuvre des clusters industriels offre l'accessibilité aux marchés internationaux pour les entreprises locales. Les études stratégiques qui seront faites et que l'ONUDI appuiera bien entendu seront de faire effectivement déjà un diagnostic qui soit un diagnostic solide. Ensuite, pouvoir mettre en place les éléments donc, de gouvernance en fait, de toute cette démarche-là et aussi de gouvernance au niveau de chacun des clusters. Nous attendons effectivement d'être approchés au sein de la Confédération patronale unique des PME pour
réaliser donc ensemble ce projet assez important pour l'épanouissement des PME. Dans ce paradigme axé sur la productivité et un écosystème compétitif, le ministre Souleymane Diarra Souba invite les cabinets à un suivi efficace des études stratégiques. Nous avons identifié après étude 7 clusters prioritaires. Par rapport au développement de ces secteurs, on aura l'avantage d'avoir un document unique, un référentiel unique en matière de développement stratégique et de promotion de ces différents clusters. Et ça nous permettra de savoir en fait en termes de boussole vers quel horizon nous y allons et comment nous devons y aller. Sur les 7 clusters prioritaires stratégiques définis par le PND 2021-2025, 2 ont été réalisés. Les 5 autres se feront dans les mois à venir dans les secteurs de matériaux de construction, d'ameublement, d'équipement et d'emballage. Les connaissances et capacités des municipalités et autres acteurs du gouvernement en matière de gestion écologique rationnelle des déchets plastiques en conformité avec les exigences de régulation et d'application du cadre juridique ont été renforcées. C'était dans la commune de Cocody au cours d'un atelier de formation sur la gestion des déchets plastiques. Atelier initié par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Serge Pacomdidi, Jean-Marc Djadji nous en parle. Municipalités et acteurs de l'administration publique, tous sensibilisés à la gestion rationnelle des déchets plastiques. Cet atelier de formation initié par le ministère de l'Environnement et du Développement durable rentre dans le cadre institutionnel du projet HIPOPSI, gestion des polluants organiques persistants. La formation d'aujourd'hui, c'est d'informer les membres du gouvernement pour dire que ces plastiques qui sont ici de ces rébus contiennent des polluants organiques persistants premièrement. Donc il ne faut plus les brûler parce qu'en les brûlant, vous allez créer encore un autre produit polluant organique persistant qui est cancérigène. Donc il ne faut plus qu'ils brûlent. Mais il se trouve que c'est de là qu'ils sortent leur gain de vie. Donc on ne peut pas leur dire de ne pas travailler dans ces domaines. C'est à nous de donner les meilleures pratiques. Il y a 3 points très importants à retenir. C'est qu'il faut absolument éviter le brûlage à l'air libre des déchets plastiques. Il faut aussi éviter au maximum de déverser les déchets plastiques et les déchets en général dans la nature. Il faut collecter au maximum ces déchets pour permettre ensuite leur bonne prise en charge et leur recyclage. Recyclage du plastique, caractéristiques et problématiques des déchets toxiques, le rôle du secteur informel et des femmes dans la gestion et le recyclage des déchets sont des thématiques abordées au cours de cette formation. Après donc ces différentes sessions de formation, que toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de ce projet comprennent que les déchets que nous générons peuvent être gérés de façon rationnelle. Ces déchets-là peuvent être valorisés. Ces déchets constituent à la fois donc, une matière première dans le cadre de l'économie circulaire. Ces acteurs de l'administration publique sont repartis avec de bonnes pratiques pour une gestion efficiente des déchets plastiques et aussi des techniques pour lutter contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 5 avril 2023 un nouveau cas de Covid-19 sur 131 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 1 guéri et 0 décès. À la date du 5 avril 2023, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 88 305 cas confirmés, dont 87 466 personnes guéries, 834 décès et 5 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 686 226. Le 4 avril 2023, 5 068 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 27 437 317 doses du 1er mars 2021 au 4 avril 2023. Nous sommes le 6 avril aujourd'hui, madame, monsieur, et si vous marquez des points pour les peuples de la planète en pratiquant le sport, oui, cela est possible. Et si vous mettez la pratique du sport au service du développement et de la paix, chaque 6 avril, la journée internationale du sport est célébrée. Et pour cette journée, dans sa déclaration officielle, vous allez l'entendre, le ministre ivoirien des Sports d'en haut Paulin Claude a mis un accent particulier sur le rôle positif que joue le sport dans la vie quotidienne, et cela à travers le monde. Sébastien Ouigna. Marquer des points pour les peuples et la planète, c'est le thème de la Journée mondiale du sport cette année. Il montre le rôle positif
que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés et dans la vie des gens à travers le monde. Chers compatriotes, marquer les points pour les peuples par le sport, c'est donner des moyens d'action aux femmes, aux filles, aux jeunes, aux personnes en situation de handicap et marginalisées, afin de faire progresser les objectifs en matière de bien-être, de réduction de la fracture sociale et du développement durable et de l'éducation. Le sport a le pouvoir de changer le monde. C'est un droit fondamental, un outil puissant pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable et la paix, ainsi que la solidarité et le respect de tous. Le sport, par sa transversalité et son universalité, constitue un véritable trait d'union, un dénominateur commun, autour duquel tous les peuples, unanimes, s'accordent sur sa capacité à adresser ces problématiques identifiées. Notre pays, sous le leadership du président Alassane Ouattara, se donne clairement les moyens de faire du sport un maillon essentiel dans la dynamique de développement de ce beau pays. En témoignent les investissements massifs réalisés dans la filière sportive. Jamais dans notre pays depuis l'indépendance, on a autant investi dans le sport. Ensemble, engageons-nous pour la promotion et la pratique d'activités sportives pour le bien-être de tous. Voilà, appel lancé par le ministre des Sports ivoirien Dan Paulin Claude. Sachez que les lauréats classés 2e et 3e du prix national d'excellence au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, ont reçu leur récompense des mains de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration de la diaspora, Candia Camara, Lorgoretti et Franck Quadio nous en parlent. Les lauréats classés 2e et 3e au prix national d'excellence des éditions 2019, 2021 et 2022 au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères reçoivent leur prix. Et c'est la ministre d'État, Candia Kamisoko Camara, qui le leur remet. Ils sont donc au nombre de 16, parmi eux des diplomates, des agents interministériels et des personnalités menant des activités dans le domaine de l'intégration africaine. Nous travaillons, nous on ne savait pas que les gens nous voient. L'effort que l'État reconnaît aujourd'hui, au nom de tous les camarades, de conducteurs routiers, de travailleurs de transport en Afrique, on vous remercie et remercie la Côte d'Ivoire. Être distingué, vraiment, ça me va droit au cœur. Pour le travail ardu que j'ai fait une nuit de jour, je n'ai pas d'heure. Et pour apporter au moins de quoi, des vivres à mes frères étrangers. Ceux qui ne connaissent pas la banane. Donc nous leur apportons de la banane afin qu'ils fassent la connaissance. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, tout en les encourageant, leur souhaite d'être toujours des modèles dans leur environnement. La cérémonie à laquelle nous assistons aujourd'hui revêt une importance particulière car elle vise à récompenser et à présenter comme modèle à la population ivoirienne et à l'ensemble du personnel, différentes personnalités et agents qui se sont distingués au cours des années écoulées. Chers lauréats, je voudrais réaffirmer ma détermination à accompagner toutes les initiatives visant à faire de notre ministère une administration de qualité. Rappelons que les lauréats classés premiers dans les différentes catégories reçoivent leur prix des mains du chef de l'État. Et c'est au cours d'une cérémonie organisée tous les ans au Palais de la Présidence de la République. En vue d'encourager la pratique de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, un projet d'amélioration de la production d'intrants et de produits piscicoles dénommé Pro Aquacole vient d'être lancé à Jacquesville. Il va s'étendre sur 3 ans pour un coût de 3 milliards de francs CFA. 6 000 emplois stables devraient découler de ce projet. Les précisions de Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire consomme environ 600 000 tonnes de poissons par an. 90% de cette quantité est importée et coûte au pays environ 400 milliards de francs CFA chaque année. Le projet d'amélioration de la production d'intrants et de produits piscicoles aquacoles, officiellement lancé à Jacquesville récemment, arrive à point nommé selon les acteurs de cette filière. C'est la solution donc aux 2 problèmes. 1, rendre le poisson performant par une alimentation équilibrée. À partir de ce moment, les acteurs formés viennent dans le secteur pour booster
l'activité. Voici donc ce à quoi répond la présentation de ce nouveau projet auquel nous adhérons totalement dans la mesure où ça nous permettra, nous qui étions des anciens et relativement amortis, de venir nous recycler et repartir de bon pied. Le ministère des Ressources animales et halieutiques mise sur le projet Pro Aquacole pour donner le goût de l'élevage de poissons aux Ivoiriens. Il n'y a pas que ce projet. Au niveau aquacole, on a au moins dénombré 4 projets. Il y a le Prepico 2, le Pestaci, Fiche for ACP et ce nouveau projet qui vient aussi en appui à tous les autres projets. Donc tous les projets sont complémentaires. Et c'est dans le but d'avoir beaucoup plus de chances de produire suffisamment et inverser la tendance. Le projet d'amélioration de la production d'intrants et de produits piscicoles Pro Aquacole va durer 3 ans et coûter un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Le lancement officiel du projet Pro Aquacole a été suivi de la pose de la première pierre de la construction d'un centre d'application et de spécialisation au métier aquacole. Et dans l'actualité internationale au Gabon, près d'un mois après le naufrage du ferry Aster Miracle qui a coulé il y a près donc d'un mois, le 9 mars dernier, le gouvernement a annoncé la fin officielle des recherches de dépouilles de 7 personnes encore portées disparues. Il n'y a presque plus d'espoir de retrouver les survivants. Les familles espéraient encore que ces dépouilles soient retrouvées. Plus tôt dans la journée d'hier, le Premier ministre Alain-Claude Binzé avait reçu à huis clos au siège de la Croix-Rouge les familles dont les parents disparus n'ont pas encore été trouvés. C'était pour eux l'occasion de leur faire part de cette décision du gouvernement, notant que le bilan officiel de ce naufrage est de 30 morts, 7 disparus et 124 rescapés. Le gouvernement a annoncé que des actes de décès seront délivrés aux familles des disparus pour leur permettre de faire le deuil. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la France. En France, où la rencontre entre la première ministre française Elisabeth Borne et l'intersyndicale qui a eu lieu hier mercredi n'a permis aucune avancée sur la question de la réforme des retraites. La première ministre française refuse de retirer la réforme des retraites et les syndicats continuent leur mobilisation. Le rapport de force continue donc en attendant l'avis du Conseil constitutionnel. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.